Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Célim. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Sipaï. Oh là là, quelle énergie pour commencer. J'étais pas prête, mais je vais m'adapter. Bonjour, bienvenue sur le podcast Euphonie, qui, comme son nom l'indique, le podcast qui sonne bien. Des omelettes, Voilà. Quoi? le podcast des omelettes, Des... Euphonie. Ok. Je Nous suis accueillons copywriter, aujourd'hui. je fais des jeux de mots, je fais de la créativité. On me paye pour ça. Il est payé pour ça, je sais plus exactement pourquoi je l'ai invité, mais je vais devoir m'en sortir pendant les minutes qui vont suivre, mais tout va très bien se passer. J'espère que le niveau de rétention de ce podcast n'a pas chuté au bout de 4 secondes 30, mais ça devrait le faire. Bonjour Célim. Alors Célim, déjà, vous êtes, copywriter comme, vous l'avez indiqué juste, avant. Complètement. Mmh, complètement. Concepteur-rédacteur en français. J'écris des mots Concepteur, rédacteur. pour des business, des ONG, des gens qui veulent vendre des choses, qui veulent nous pousser à faire des clics, qui veulent nous pousser à télécharger, à faire des dons, à acheter des formations en ligne. Je fais ça. Voilà. Donc, très beau métier, n'est-ce pas? Et moi-même, donc la personne qui présente ce podcast, dont vous écoutez la magnifique voix, je m'appelle Sipaï, donc je suis la créatrice du podcast Euphonie, également la fondatrice de l'agence Assonance qui donc, soutient ce podcast parce que nous sommes les personnes qui l'ont créé et qu'il faut bien payer des logiciels. Donc, Célim, comment vas-tu aujourd'hui? Tu Ça l'air va plein d'énergie. Mais ça va très, très bien. Grande énergie puisque j'ai abusé de substances, énergisantes, un thé, un café, puis une méga grosse vitamine sur le coup des 11h30 donc je suis plutôt pas mal et j'ai fini une grosse mission d'écriture donc je me sens, mieux, je me sens bien. Bah, tant mieux. Bah, oui, parce que c'est vrai que toi, tu es toujours occupé et que, enfin, tant mieux, hein, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que, les activités d'écriture prennent énormément d'énergie, en tout cas mentale et intellectuelle, même parfois physique, comme on en a parlé, ici dans un précédent épisode. Mais, il y a le niveau d'investissement intellectuel est parfois très pesant. Bah, c'est-à-dire que tu as quand même une compétence de base qui est l'écriture. Tu sais écrire sur des trucs. Quoi? Ça dépend des concepteurs-rédacteurs, mais tes clients, ils peuvent arriver de différents univers et tu dois jongler entre des jets privés, des NFT, du bâtiment, du parfum, un artisan maître chocolatier, de la mode masculine. Il y a plein de trucs. Moi, j'aime bien, les RH, la séduction, le développement personnel, tu vois? Tout ce qui a trait à la communication entre les humains, pour moi, globalement, c'est facile. Mais ensuite, quand tu dois aller chercher et apprendre d'autres choses et les restituer de manière simple, waouh! Là, effectivement, ton niveau de batterie de cerveau, piou, ça peut chuter rapidement. Mais, c'est intéressant aussi parce que je pense que quand on n'est pas du métier du client, on a aussi cette vision, qu'aurait un potentiel client du client. Mais, Exactement. ce qui peut parfois être, trompeur étant donné que, il faut pas sous-estimer non plus le client du client, quoi, qui Bien lui-même peut sûr. être Eh très oui, oui. familier avec, ce qu'il veut acheter. Qui parfois a déjà fait, ses recherches bien plus que toi, copywriter débutant et il en est déjà au troisième ou au dixième site, concurrent pour étudier toutes les offres. Donc oui, il faut pas lui parler comme à un enfant de 12 ans, on va dire. Il faut quand même respecter les gens. Oui, ou, comme un enfant de 12 ans idiot. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut, redéfinir un peu ce qu'est le copywriting, la conception-rédaction, de ton point de vue? Bien sûr, hem, écrire mieux, vendre plus. OK? Tu as un message à faire D'accord. passer, tu as un message à faire passer et ton message, il faut qu'il attire l'attention, il faut qu'il soit entendu et il faut qu'il génère une action. J'écris pas simplement pour la beauté du geste, je suis pas un poète maudit, j'écris pas dans mon très beau carnet mini d'ailleurs, d'accord? Mmh mh. C'est Mmh. si on écrit, si un client nous paye, c'est parce qu'il attend des résultats. Ces résultats, c'est quoi? C'est qu'il attend du clic, il attend de l'achat, il attend du trafic, il attend, des gens qui s'inscrivent à son formulaire pour son webinaire, des gens qui viennent à ses concerts, il attend des dons si c'est la Croix-Rouge ou le Secours catholique ou tout ce que tu veux. Mais toute notre écriture vise à
provoquer une action. Cette action, ça peut être, un changement dans les mentalités, mais c'est surtout une vraie action. Vas-y, va donner, va voir. Quand tu vois la campagne d'affichage du GIEC, du dernier rapport du GIEC dans le métro à Paris, pour dire, «Ce soir, c'est pas D'accord. Deliveroo et livraison de métro livraison de burgers, mais vous allez lire les 30 pages, on vous a fait un super résumé». Ah ouais, OK. Là, on veut que les gens, ils aillent scanner le QR code et qu'ils lisent vraiment pour faire progresser la conscience écologique. Tu vois, Mmh. c'est pas juste écrire des beaux mots, c'est pas juste écrire un slogan, «Si je vais bien, c'est Juvamine», tu vois, que tu vas marteler. C'est parce qu'à la fin, on veut que tu Ouais. achètes Juvamine. À la fin, Mercurochrome, le pansement des héros, on veut quand tu vas chez Leclerc ou quand tu vas à ta pharmacie, tu achètes Mercurochrome, le pansement des héros et pas les autres marques, pas Hansaplast. Mais, on est d'accord que ça ne t'enlève pas non plus à 100 en tout cas le plaisir, enfin ou en tout cas l'appréciation du geste d'écrire, de le faire dans un certain objectif. Tu n'es pas non plus, Hem, c'est pas parce qu'enfin je veux dire, on a tendance, par rapport au f quand tu dis: «Oui, je suis pas un écrivain, maudit», ce genre de choses, bien sûr, ce que je constate en tout cas parmi les profils qui voudraient, faire de l'écriture leur métier, heu, parfois on a un peu une méconnaissance un peu de tous les domaines dans lesquels on peut appliquer, l'écriture. c'est tellement Et vaste. c'est vrai que c'est pas parce qu'on, fait de l'écriture qui est destinée à un objectif ou de vente ou d'exposition ou, pour convaincre quelqu'un que c'en est moins de l'écriture et surtout que c'en est moins plaisant. C'est un exercice qui n'est pas de l'exercice, par exemple, du romancier, Bien sûr, complètement. qui est un exercice auquel beaucoup de gens aspirent, ce qui est très bien mais ce ne sont juste pas les mêmes champs d'action et c'est vrai que je vois, nous, par rapport au parallèle qu'on fait, enfin, pour faire un parallèle par rapport à mon métier à moi, où finalement le copywriting, la conception-rédaction est intégrée à d'autres critères et il y a un peu cette complexité de dire, on veut, influencer des personnes qui aient une audience à avoir une certaine action, mais avec des critères, où on veut influencer une autre personne qui est pire qu'une personne qui a un algorithme de moteur de recherche Bien sûr. et et cette personne-là, en fait, elle nous pardonnera jamais rien. Donc c'est toujours très, très complexe et c'est pour ça que j'aime bien avoir cette conversation. Finalement, où on fait des choses qui sont finalement très similaires, mais avec des points de vue totalement différents parce qu'on les regarde pas exactement, par le même avec la même, par le même prisme, en fait. Disons, Heu, si je pouvais compléter, ce qui se passe, c'est que moi, ouais, j'ai commencé plutôt comme SEO. J'ai commencé vraiment dans la c'est rédaction, vrai. bah, ouais, forcément, tu sais, quand j'ai commencé sur Art de séduire à l'époque en 2010, on est passé, dis-toi, Quand on s'est d'un rencontrés. mais oui, on est passé d'un Et oui, blog qui faisait peut-être, 200-300 000 vues par mois à 1 200 000, puis 1 800 000 à son pic, ouais. OK? Et moi, j'ai toujours écrit avec, dans ma tête, voilà, il y avait toutes les requêtes. OK, le petit timide qui arrive sur le site, il cherche quoi? Comment il nous trouve? Qu'est-ce qu'il va taper dans Google? Tu vois? C'était ça mon vrai Mmh, mmh, focus, mmh. qu'il nous trouve en premier. Et on a trusté, la place de numéro un sur des centaines de requêtes pendant des années, avant de laisser mourir le blog. Mais ça fait que moi, mon premier contact, ça a été là. Et j'ai découvert le copywriting après parce que le SEO, c'est, je te dirais, moyen terme, long terme, d'accord? Alors que le copywriting, il y a une dimension instantanée. Je veux vendre tout de suite. C'est quoi le chemin le plus court? Mmh, mmh C'est mh. pas forcément le SEO. C'est, tu vas faire tourner ta pub, tu vas faire une pub qui va capter l'attention, le gars, il va cliquer, il arrive sur ta page de vente ou ta fiche produit et il achète. OK? Ça, c'est le pur copywriting qu'on appelle le direct marketing. C'est quand tu es vraiment bon, le gars ne te connaît pas, du trafic froid, il voit ta pub, waouh, il clique dessus, il aime trop, il achète le produit. OK? Ça, c'est vraiment la grande, 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 grande force des grands copywriters. Et moi, je découvre progressivement tout ça parce que pendant des années, j'ai quand même fait beaucoup de quand même fait beaucoup de SEO. Donc l'idée, c'était plutôt de bâtir, tu vois, la réputation d'une entreprise, le contenu d'une entreprise, tu es sur du long terme, alors que le copywriter, il peut avoir parfois ce côté, tueur. On lui demande des résultats à court terme, OK? Mmh. Donc c'est compliqué parce que d'un côté, tu as un directeur marketing qui doit jongler avec, alors brand equity, la valeur de ma marque, la réputation de ma marque, le long terme, mais il faut que je vende.
Il faut que j'atteigne mes objectifs. Il faut qu'on fasse des ventes. Donc est-ce qu'on bourrine un peu plus à un moment? OK, copywriting à fond. Là, il faut que ça vende, mais sans endommager la marque. Donc c'est ça que j'aime dans cet exercice et là, bah, figure-toi que j'ai un article en cours d'écriture sur copywriting et SEO. Comment tu fais pour faire un bon article SEO où tu génères du trafic, mais que quand le bonhomme arrive, quand ton lecteur, l'internaute arrive sur ta page, il te lâche un mail ou il Ouais. achète Non, directement. mais Là, tu vois, là, du coup, c c'est nos 2 disciplines, elles sont forcément, c'est notre imbriquées. défi quotidien ça. Bien Vraiment, sûr, c'est vraiment notre défi quotidien, et c'est pour ça que j'apprécie, la complexité, en fait, de ce qu'on fait parce que, parce qu'en fait, chaque critère ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de ne dévaloriser, de ne dénigrer aucun critère. On peut avoir un aspect pondération de nos actions, ce qu'on fait d'abord dans un disons dans une ligne de temps. Par exemple, de dire, ce que j'aime bien avec, l'analogie que tu viens de faire, c'est cet aspect où peut-être que le copywriting, une forte exposition, par exemple publicitaire avec du copywriting, il y a un aspect disons sprint, alors que, la rédaction qu'on a tendance à faire pour du SEO habituellement, ça va plus être, disons du demi-fond, de la course de fond, quoi. ouais, bien sûr, Et tout ça est important parce que tu as un côté cycle de vie, de dire, soit je veux vendre maintenant parce que je veux, pousser disons, une campagne qui est liée par exemple à une sortie de collection, à un événement particulier, le lancement d'un nouveau programme, voilà tout ce une nouvelle offre, enfin toutes ces choses-là mais à côté de ça, ma marque, mon entité au sens large du terme, la marque, le site internet, ses réseaux, sa réputation, un peu tout cet écosystème que tu crées autour, on va dire d'une structure juridique quasiment, heu, doit, vivre plus longtemps que la campagne de publicitaire bien sûr, et doit survivre et doit prospérer après, en fait. Et c'est là où c'est un peu, complexe et d'autant plus intéressant d'essayer de jongler avec tout ça et c'est vrai que, ce qu'on aime bien, enfin, par exemple dans notre agence, c'est de se donner un peu des défis, de dire, tu vois le title SEO typiquement là, on dit: «Oui, il faut pas qu'il fasse 60 plus de 60», c'est vrai. Mais ce title, des fois, pour le rendre cliquable, pour donner envie de le cliquer, c'est quand même un défi, quoi. Parce que tu as vraiment pas beaucoup de place. bien sûr. Ah mais Ouais, ça c'est la même chose pour nous sur le copy, quand un client te commande une séquence d'emails et ouais. l'objet de ton email, c'est là. Tu as l'objet, tes 70 caractères et tu as le sous-titre, tu as la première ligne d'aperçu et tu peux jouer avec les Mmh, 2. mmh mh. En fait, il faut combiner, il faut créer parfois volontairement mon titre de mon objet, il est tronqué, il y a un ou 2 mots qui servent pas trop à la fin de la phrase mais ça complète bien, le sous-titre vient bien Ouais, compléter, le l'objet. Donc écoute, on joue avec des contraintes et c'est ça aussi qui fait la différence avec, un romancier ou un gars qui, s'auto-éditerait. OK, tu as envie de t'auto-éditer, vas-y, écris autant que tu veux. c'est Tu super. as envie d'être publié chez un éditeur, ouais, ben, respecte ce qu'on te demande. Tiens, tu as un contrat, c'est écrit 300 000 signes. Moi, je parle pas en signes, je suis pas journaliste, donc il me faut me parler en mots. Tu vois, globalement, je parle plutôt en mots. Donc 50 000 mots, entre 50 et 60 000 mots pour un livre, Oui, c'est à peu quand près tu es ça. chez un Un éditeur. roman, c'est à partir de qua il me semble qu'on peut dire à partir de 40 000, ça commence à être du roman et du roman court et après, Ouais. au-delà, et si tu fais, des trucs de style, fantasy où il faut expliquer beaucoup de choses, ça peut être beaucoup plus long. Mais mais oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a des contraintes et je pense que ce qui est important de comprendre dans nos métiers, heu, de copywriting, nous, on dit qu'on fait du SEO copywriting justement où on a Ouais, l'aspect, un peu ou du copywriting SEO savvy, donc avec une bien connaissance sûr, SEO. Ce qui est important, c'est de connaître ces contraintes, d'une part, de les respecter, mais aussi, je pense, on est capable de jouer avec ces contraintes lorsqu'on
on est conscient que ces contraintes, elles ne sont pas, je dirais capricieuses. C'est pas juste, pour t'embêter qu'on, veut pas que ce soit plus de 70 caractères. C'est parce que ça serait dommage que c'est tronqué alors qu'on est sur une page de résultats avec énormément de texte, qu'on a peu de place et que cette place-là, il faut qu'on s'en serve avec le plus de valeur possible, qu'on mette le plus de valeur possible sur cette place-là. Et comme tu dis, par exemple, pour un roman, pour un livre, on peut te limiter à X signes. Par exemple, disons, je sais pas, au hasard, un manuel professionnel. Bien Par sûr. exemple, on peut te limiter, dans les 40 000 mots, admettons, on te dit ça et on te dit parce que aussi, parce que d'usage, on sait que c'est un format, que les gens vont plutôt apprécier avec ce type de taille, ce type de niveau de développement, et que d'un point de vue pédagogique, si c'est beaucoup plus long, ça veut dire que la personne, on va peut-être la perdre plus facilement. Donc, il y a aussi une expérience derrière tout ça, derrière toutes ces contraintes qui ne sont pas capricieuses, mais aussi avec lesquelles on peut jouer. Parce que ce qui est aussi drôle, c'est de prendre le contre-pied de ces consignes. Mais dans ces cas-là, parfois c'est par hasard, on s'est trompé et ça marche et tant mieux. Parfois on s'est trompé, bah, c'est un peu la cata, on s'en veut un peu. Mais quand on joue avec, c'est là quand finalement je trouve qu'on aussi on prend le plus de plaisir parce qu'il y a un aspect ludique en fait. Aspect ludique et puis aspect apprentissage. Quand volontairement Ouais. tu décides de ne pas suivre une structure vraiment éprouvée, une page de vente, c'est comme ça qu'on l'écrit avec le titre, la Oui. promesse, toutes ces choses-là. Quand tu te permets de partir Mmh. à côté pour créer autre chose, tu prends un grand risque, mais ça peut payer. Ça peut payer, ça peut être marrant. Alors le côté fun, évidemment, il est là, mais est-ce que ça va payer? À la fin, c'est le taux de clic et C'est un pari. c'est les achats qui vont juger, d'accord? C'est voilà, c'est ça. Mmh. C'est un pari. C'est toujours triste quand ton client, il a bossé beaucoup pour ce truc-là et que tu lui fais, quelque chose de il faut discuter avec le client de son niveau d'aversion au risque. Est-ce que tu es chaud pour tenter un truc de fou? Ou est-ce que viens, on reste sur un modèle qui a fait ses preuves, tu obtiendras un nombre de ventes correct, Mmh. mais il y aura pas ce sera pas foufou. Voilà. En revanche, ceux qui ont un C'est pour branding ça qu'on vraiment a fort, fou, là ça peut bien, bien jouer. Là, tu peux avoir du x10 sur des bah, ça résultats. devient la nouvelle règle. De C'est dire ça. quand tu as un branding, qui est initialement, heu, singulier, être singulier devient la nouvelle règle. Donc après c'est un peu comme l'histoire, est-ce que si je dis que je veux être cool, est-ce que je suis cool? C'est toujours C'est un peu, ça. Tu sais, un peu complexe, mais c'est tu te là où tu souviens? faut faire attention à pas aller dans le surjeu. Ils avaient lancé un magazine qui a floppé, très rapidement, c'était Hipster Magazine. Parce que hipster, c'est un truc personne ne veut dire de soi-même, personne ne veut dire de lui-même qu'il est hipster, tu vois? Bah, Donc non, c'était parce pas que un tu es gros pas tu es c'est mainstream si tu suis voilà, les règles du hipster. exactement. Mais oui. C'est un groupe de référence auquel personne n'avait envie d'appartenir. Donc je crois qu'ils ont dû faire un ou 2 numéros, et ils ont disparu. C'est vrai que je pense que acheter si tu es dans le métro en train de lire le magazine Hipster Magazine, c'est le truc le moins hipster du monde. C'est Tocard c'est Magazine, le arrête. Lambda Magazine, voilà. Lambda Magazine, ouais. Ouais, après il y a eu des tendances comme ça, il y a eu les normcore à un moment donné. Bien C'est sûr. ce juste ouais, mais qui est un vrai truc aussi, c'est pas une blague donc Là, voilà. Comment tu définirais ton style aujourd'hui, Célim, en 2024? waouh! Je te Waouh! dirais minimaliste, minimaliste, germano-pratin, militaire. Non, c'est je suis très souvent quand j'écris, tu vois, chez moi, je suis, en t-shirt la plupart du temps. En hiver, c'est t-shirt et sweat à capuche, mais dès que je tourne, dès que je sors, pour le branding globalement, c'est plutôt la chemise blanche et le petit pull bleu parce que mes idoles de l'époque, tu vois, les auteurs, que j'aimais bien de Saint-Germain-des-Prés, quoi. Des gars comme Beck Bédé, Ah comme ouais. David Funkinos, comme, Florian Zeller, tous ces gars-là. Bon, ben, voilà, quoi, c'était le Parisien mal rasé avec sa chemise et son petit Ouais, je pull, quoi. vois. Tu es un Mais, peu notre concepteur-rédacteur du presque 5e. ouais, c'est ça. De j'ai fait quoi? Non, rive tu sais, rive gauche, j'ai jamais vécu rive gauche. Si, un peu.
mais c'était pas bien, j'aimais pas. Je suis plutôt, rive droite C'est vraiment une remarque de Parisien ça. et je ne vis plus à Paris, donc j'ai le droit. Et tu ne vis plus à c'est vrai, tu ne vis plus à Paris. Mais, au final, donc on a parlé finalement toi tu parles en mots souvent comment ça se passe finalement les prestations? On te commande une certaine par exemple, tu parlais des chaînes de mails, comment ça Bien se sûr. passe? On te commande une prestation qui est liée au mail ou on te commande une prestation qui est liée à une opération? Par exemple un webinaire, comment ça se passe? C'est tellement variable et j'ai tellement de missions différentes qu'on pourrait y passer 1 heure, tu vois? Sur une traduction Non, mais qui choisis-en 2. bah, 2, OK, 2. Alors je vais te faire le ce que je fais le plus dans ce cas-là, création et réécriture de sites internet, ça j'aime beaucoup, Ouais. OK? Parce que forcément quand tu arrives sur, la home page, bien écrire le hero, écrire toutes les bonnes parties, tous les bons textes pour que notre lecteur y reste et il comprenne instantanément sur le premier écran de son mobile, c'est quoi qu'on veut me vendre? Quelle est cette solution? Est-ce qu'elle s'adresse à moi? Je trouve que c'est vraiment, hyper stimulant intellectuellement, donc j'aime faire ça. Créer là, j'avais créé un site pour une agence marketing et heu et il m'avait donné, je vais pas dire carte blanche pour être un peu marrant, mais sur le tone of voice, Mmh. sur le ton de voix, la manière de parler de l'entreprise, j'avais le droit d'être fun et je me suis fait plaisir. J'avais le droit de faire des jeux de mots alors que c'est pas forcément le but d'être marrant, tu vois? On était parti sur une tonalité, à la Innocent, à la Oasis Bifruit, à la tout ce genre de D'accord. marques assez marrantes, OK? Et donc ça, j'aime bien faire, créer et réécrire des sites pour qu'ils soient plus impactants et sinon, page de vente, ouais, page de vente et séquence de lancement, OK? Tu as un produit, tu vas lancer un produit, quelle est ta séquence de lancement et au moment où ton lecteur, il clique dans le mail sur, «Je veux découvrir ce produit, ce magazine, cet événement», sur quelle page il tombe? Bon, ben là, cette landing page, cette page de vente, j'aime écrire ça pour être sûr qu'on a le plus grand taux de conversion possible. Ah et comment on est payé? Ouais, tellement variable, je te dirais, moi je vais facturer vraiment, c'est un mix, en fait, c'est un mix entre combien va gagner ton client grâce à toi? Combien toi tu penses que tu vaux? Ça, c'est la plus grosse des variables à mon avis. Tu penses que tu vaux combien? Il y a évidemment la loi du marché, mais combien tu penses que tu vaux? C'est plus important. Ton client, il a l'habitude de payer combien? Tu vois? J'avais une mission Mmh. où en soirée, je croise une, chef SEO d'un site qui me dit: «Oh, je suis pas très content de mon rédacteur, il travaille pas très, très bien». Moi, je me dis: «Bon, ça peut être sympa de dégager ce rédacteur et de prendre sa place» et je tente au coup de bluff: «Bon, mais attends, quand tu dis que c'est trop cher ce qu'il te fait, c'est combien, il facture, 350?» Elle fait: «Ouais, c'est exactement ça». Je dis: «Attends, mais moi je te le fais pour 300 et je te le fais mieux» et c'est comme ça que j'avais, doublé mes prix. Tu vois? Parce qu'à l'époque, j'étais bien moins cher et en me disant: Ouais. «Quoi? Il y a des boîtes qui payent ça?» Mais en fait, c'est ça. C'est que la réalité, tu vois, c'est que on vit toujours dans un univers d'asymétrie d'information. Tu as des Mmh mh. agences, tu as des clients qui ont un budget, ils sont prêts à mettre une somme et toi, en tant que freelance, si tu te limites à, bah, la moyenne sur Malte ou crème de la crème, c'est ça par jour, waouh, tu t'en sortiras jamais, tu vois? Donc l'objectif, ce que j'essaie de faire comprendre à tous les copywriters que je forme, c'est vraiment rajoute 10 à chaque fois, OK? Essaie de rajouter 10 de devis en devis sur une mission similaire pour voir jusqu'où tu peux pousser. Et en gros, tant que D'accord. personne te dit non, c'est que tu es pas encore assez cher. C'est qu'il y a encore de la marge. Si tout est toujours oui, c'est que tu es pas encore assez cher, tu peux encore pousser. Donc ouais, Surtout s'il dit objectif oui tout de suite. mais c'est ça, c'est ça. J'ai dit oui. Ouais. Écoute, ça on l'apprend avec l'âge, hein. Sur mes premiers Ça articles, c'est j'étais jeune, je prenais 50 €, j'étais content. Là maintenant, ce mais 50 €, je c ouais, non, merci. c'est compliqué. Bah, c'est l'expérience entrepreneuriale aussi. Je pense, c'est Ouais, aussi de comprendre, au-delà de il y a la valeur qu'on s'attribue à soi-même, qui est déjà un sujet, mais il y a aussi, comprendre ce qui a un prix et ce qui a un prix dans un marché et que c'est un jeu de placement, en fait. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça, que c'est un jeu de placement et c'est vrai qu'on a une asymétrie sur l'information. C'est que tu peux pas, il y aura toujours quelqu'un qui dira: «Je suis payé tant, je demande tant».
c'est le prix public, en fait, mais tu ne sais jamais ce qu'il va vraiment faire. Ce qui régu de temps en temps, c'est beaucoup moins qu'on croirait, que ce qu'il communique. Bien Mais sûr, c'est ça qui est complexe, c'est qu'on ne sait pas, en fait, heu, dans quel cours on joue, quoi. Et au plus large, quels sont les différents types de gammes, on va dire, d'agences ou de prestataires ou de freelance, d'essayer de connaître leur typologie de prix à eux, dire: «Ah oui, celui-là, moi, mon j'aspire à être, tel type de freelance, avec tel type de réputation, tel type de client. Je sais à peu près, combien ils facturent, en théorie, heu, mais j'ai, beaucoup moins d'expérience». Et ben, plutôt que de se dire, «Je vais facturer direct comme lui», ce qui peut être un bon pari, mais qui en même temps peut être dangereux parce que, heu, parce que si tu factures autant que lui, ça veut dire que tu as la même promesse que lui, par exemple d'être aussi efficace ou aussi fort ou avoir autant de résultats, donc ça peut être dangereux. Ou alors tu peux aussi dire: «Bah, très bien, je me donne, 2 ans pour arriver à ce palier-là ou 3 ans, j'en sais rien. Plus, 10-15 parce que l'inflation et tout bien d'ici sûr, là. Donc aujourd'hui, je me mets là et je me donne, X années pour, monter, et ça te donne un côté aussi un peu auto-formation pour rattraper aussi ce niveau de skills, je dirais, pour atteindre aussi le niveau de la personne ou de l'agence. Et j'aurais plus tendance à voir comme ça si des personnes ont envie de se lancer sur, comment définir son prix. Malte et compagnie, parce que c'est des places de marché. Donc c'est très, ça c'est vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment le marché au sens propre du terme où ça va dire, «Venez chez moi, poisson frais, pas cher», quoi. Et c'est littéralement ça. Donc ça donne des indicateurs, mais leur baromètre n'est pas vraiment fiable pour moi d'un point de vue marché. Leur baromètre, il est fiable pour eux-mêmes, en soi. Mais essayez de vous moi je dis toujours aux gens: «Placez-vous». Dites: «Où est-ce que je veux être? Où je veux aller?» Et se donner, voir le chemin, vers quel prix, on veut tendre. Par c'est contre, moi, ça. je sais qu'il y a des choses qu'en tant que client, avec lesquelles j'ai du mal. En tant que cliente, j'ai du mal, par exemple, quand j'ai un prestataire ou un partenaire qui me dit: «Je vaux tant, je vais chiffrer tant», et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est un truc qu'il savait pas vraiment faire, mais qui te facture le fait qu'il apprenne. Et moi, je paye pas les formations des gens, en fait. Bien sûr. Ouais, donc c'est un peu complexe là-dessus, mais c'est intéressant. C'est Et c'est ça, de c'est pas la l'entrepreneuriat. partie, ouais, 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 c'est pas la partie la plus facile, hein, le pricing. Il y a des très bons bouquins là-dessus, hein, le bouquin d'Alexis Oui, Minkela sur, l'aventure du freelance. Il y a celui de Alexia Martel, «Ajoute un zéro». J'adore le titre, ouais. «Ajoute un zéro». C'est merveilleux. J'ai un doute, j'ai un trou de mémoire, Alexandra Martel ou Alexia Martel? Trou de mémoire absolu. On On ch retrouvera la on source, vérifiera. mais on vérifiera. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire, «OK, si tu devais conseiller quelqu'un pour faire son devis, tu mettrais quoi?» Bien sûr, Et ouais, souvent, mon conseil est plus cher que ce que j'aurais mis moi-même, je suis parce que je d'accord. suis sympa comme pote. Bah, écoute, on aide comme on peut. Moi, surtout, je forme beaucoup de débutants, beaucoup de copywriters débutants, donc la question, elle revient vraiment souvent et ouais, tu as des missions, tu as des plateformes. Comment ils ont changé de nom? Fiverr, 5 €, ComeUp, Comme tu up. vois? Ouais, ça, voilà, c'est vraiment pour aller trouver, 3 missions à 15 balles, mais une fois que tu as tes 3 avis clients, tu sors de là rapidement et tu commences à réfléchir. Ouais, il y a des phases aussi, il faut pas s'interdire juste enfin, on n'est pas du tout anti-plateforme, attention, hein, mais c'est de dire que il faut les prendre telles qu'elles sont, pour ce qu'elles vaut et dans un certain objectif. Après, bien sûr, tous les entrepreneurs, qu'on rencontre, qui ont un peu de bouteille, diront qu'un des gros objectifs, outre le fait de chiffrer, c'est d'essayer de chiffrer, indépendamment et en autonomie, quoi. Essayer de pas être dépendant, d'autres plateformes, d'autres personnes, trop. Bien sûr. Hem, En termes de copywriting, pour revenir à nos petits moutons, comme on dit. D'après toi, est-ce que cette grande discipline qu'est le copywriting, mais il y a aussi cette grande discipline encore plus vaste qu'est le storytelling. Hem, est-ce que tu les combines? Comment tu vois le lien entre ces 2
C'est 2 cousins, je dirais. C'est pas toujours évident, si tu veux le storytelling, tu es obligé le storytelling, à mon sens, vient avant le copywriting. Dans le sens où, Mmh. quand tu crées ta marque ou quand tu es toi-même, tu dois d'abord travailler là-dessus. Tu dois travailler sur ton histoire, qui tu es, quelle histoire tu veux projeter, ta marque, OK? Le storytelling, c'est vraiment ça découle de ta marque et ta marque, tu l'as créée au début et le copywriting, c'est vraiment je te dirais pas tous les éléments, ça va découler de tous ces choix. OK, bon, ben, si mon avatar, si ma marque, c'est le rebelle, je suis Harley-Davidson, eh ben, je vais pas parler avec un registre soutenu, d'accord? Je vais pas raconter des histoires, de monsieur sérieux au bureau, mais on verra forcément, des gars en Harley dehors, en train de boire de la bière et de se battre parce que c'est l'ADN de la marque. Donc le copywriting, il suit le storytelling. Le storytelling arrive avant, il arrive en amont. Donc tu verrais plutôt le copywriting comme un outil, finalement, qui C'est une discipline, en fait, le ouais, copywriting, c'est une philosophie, OK? C'est une philosophie de se dire: «Bon, j'ai un texte à rendre, j'ai un email à rendre». Je peux l'écrire de manière vraiment très, très plate, très, très chiante, très factuelle, ou je peux aller chercher le clic, je peux aller chercher l'émotion, je peux aller chercher la peur ou alors je peux aller chercher la récompense, la joie. Je peux faire un peu tout ce que je veux avec les mots. Je peux aller, travailler sur la honte, je peux aller travailler sur tous les tous les biais cognitifs, je peux aller travailler sur les principes de persuasion. Je vais te dire: «Allez hop, la comparaison», OK? Comparaison, mmh ton voisin a déjà fait ça. Ah là là et moi je ne l'ai pas encore fait. Ton voisin roule en Opel Corsa et pas toi. Oh là là, je suis vraiment trop mauvais. OK? C'est tu pourrais juste dire, l'Opel Corsa, caractéristique 1, elle roule bien, elle a 4 roues, elle a un toit, machin, mais on s'en fout. C'est pas assez intéressant, d'accord? Donc le copywriting, ça vient à la fin parce que tu as ton produit, tu as ton marché, ton produit, il a été fait pour répondre à un besoin, il a été fait pour répondre à un marché, OK? Besoin du client. D'abord, il y a le besoin du client, le marché. Ensuite, il y a ton produit, ton offre et à la fin, une fois que tu as tout ça, le copywriting, c'est ton paquet cadeau, c'est ton emballage. Mais fondamentalement, d'accord. c'est pas, ta marque et ton offre, OK? Il faut se dire que le copywriting, voilà, c'est comment je vais écrire mieux mes messages de manière plus impactante. Mais ça, c'est Il faut que tu aies déjà un message donc. voilà, il faut déjà que le message de base, l'offre de base, elle soit déjà définie. Maintenant, si tu prends le cas du je te dirais du copywriting créatif, en agence, Publicis, Havas, les grandes marques, OK? Eux, ils travaillent encore plus proche. Je pense à Renault, par exemple, OK? Tu penses à Renault, le constructeur automobile. Là, ils viennent de sortir quoi? Chez Publicis, ils viennent de sortir une campagne sur le véhicule de nouvelles fonctions. Pas le véhicule de fonction, le véhicule de futures fonctions. C'est-à-dire, on va te prêter une voiture pendant ta période d'essai. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui en France, les gens, ils ont besoin d'une voiture pour aller travailler, OK? Oui. Et que très souvent, tu en as qui disent: «Mais en fait, je mets tellement mon travail il est à 45 minutes de chez moi que limite je travaille pour payer l'essence et la voiture». OK? Donc tu as des gens qui sont bloqués chez eux, qui sont pas très, très mobiles et là, Renault, ils ont sorti cette opération qui est ultra intéressante. Là, tu vas vraiment créer, une offre supplémentaire. Je remonte un peu, Renault toujours, sur le comment ils appellent ça? Plug-in, heu, tu vois? Les véhicules électriques. La galère pour les véhicules électriques, c'est quoi? Je sais pas où me recharger et parfois il y a pas assez de bornes. OK. Ils ont créé un système de Tinder où tu te géolocalises. Moi, si j'ai une borne chez moi, je peux dire à tout le monde, sur cette appli: «Les gars, moi j'ai une borne, vous pouvez venir vous recharger chez moi, ça vous coûtera tant». OK? Et ça, c'est un nouveau service. Le concepteur-rédacteur a créé complètement quelque chose de nouveau, un service supplémentaire. Donc globalement, copywriting arrive en bout de chaîne, OK? Mais de temps à autre, vu que tu es concepteur-rédacteur, il y a conception. Tu peux avoir des idées. Tu peux avoir des idées de nouveaux messages et de nouveaux services. Tant qu'à faire, autant les partager aux clients de temps en temps, ou Oui lui et vendre. surtout si le client est réceptif et que tu réussis à facturer correctement, c'est très, très bien. Ouais, c'est vrai parce que c'est on a un peu une re quand même une on a beau, apprécier être des créatifs,
il y a aussi une notion transactionnelle derrière où c'est la crise, mon bon monsieur. Écoutez, Faut pas se faire avoir. écoutez, voilà, c'est ça, c'est il faut vendre, nous avons tous des loyers à payer et trouver de bons clients, c'est important. C'est bien de se faire la main parfois sur des petits clients. Les petits clients vont te donner plus de missions, plus de responsabilités, mais niveau budget, c'est pas toujours pareil. Donc, c'est vrai que Mmh mh. j'apprécie avoir quand même des gros clients bien établis dans l'industrie parce que, niveau budget et niveau délai de paiement, tu sais qu'il y aura pas de problème. Ouais, c'est malheureux en même temps, mais c'est la vie. Merci le capitalisme, d'avoir, structuré notre société. En tout cas, ouais, mais c'est vrai que, enfin, je te rejoins assez sur l'aspect où oui, si on a un exercice de transmission de messages avec, on va dire les hameçons, les plus convaincants pour que la personne, puisse ou cliquer, ou acheter, ou s'inscrire à quelque chose. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir son message d'avance et c'est pour ça que c'est très compliqué aussi, enfin, je sais pas si tu as déjà eu le cas, hem, où, on a carte blanche, mais sur quelque chose qui est déjà, finalement déjà établi, mais on n'a pas de responsabilité, en fait. C'est pas à nous de faire ce travail-là. Moi, j'ai des cas comme ça où finalement on nous demande de rédiger des choses. OK, on est très bien, nous on c'est notre travail donc allons-y. Mais on sent qu'il y a des problèmes ou en tout cas des questions que le client n'a pas encore résolues de son côté et on lui tend la perche, on lui dit: «On C'est a besoin ça. de ça, on a besoin que vous sachiez ça, on a besoin de» hem et il compte un peu trop sur nous, de temps en temps pour finalement pour qu'on invente, quelque chose comme c'est un peu cette idée: «Ah mais de toute façon ils vont bien trouver quelque chose, ils vont bien se débrouiller». Sauf qu'il y a des sujets en fait on veut pas s'engager non plus. Par exemple, sur des choses qui peuvent être un peu sensibles, par exemple de dire sur des certains niveaux d'engagement. Toutes les marques n'ont pas envie d'être politiques par exemple. Ouais, bien sûr. Toutes les marques n'ont pas envie, d'avoir une empreinte écologique neutre. C'est mieux, hein. C'est mieux de vouloir tendre vers, moins d'empreinte écologique, empreinte carbone, mais en même temps, il y a certaines marques qui ont pas envie de se positionner là-dessus en disant: c'est pas mes affaires» ou ce genre de choses et donc c'est pas, et dans les références qu'on peut faire dans les textes, je fais très attention à ça, à pas aller vers de la politisation, impromptue ou involontaire, que devra subir un client, le f la l'assimiler à tel bord politique ou à tel Ouais, bien sûr. engagement social, alors que, alors qu'au quotidien, les personnes avec qui tu converses, en fait, essayent déjà de vendre leurs produits, c'est déjà pas si mal, quoi. Mmh mh. C'est pas ouais, mais ouais, gros sujet. Ouais, j'avais reçu Moi, comme j'ai une question ça, pour toi. Ouais? vas-y, je t'écoute. Ah pardon. Moi, j'avais la question, tu sais, entre le storytelling et le copywriting, pour aller toujours dans ce sens-là, c'est, mmh, le premier degré, en fait, la blague trop premier degré, la référence trop premier degré ou des choses qui sont trop lourdes, tu vois? Par exemple, dans le copywriting, que je peux constater parfois chez dans cer là, j'essaye de pas là où j'essaye de t'amener, c'est sur un peu la qualité du copywriting, de dire que, tu vois, sur cette idée, bah, si tu es hipster, tu veux pas dire que tu es hipster. Si tu es cool, tu veux pas lire un manuel pour être cool, ou tu es censé juste être cool, quoi. C'est Mais ça, c'est voilà, c'est naturel, comme tu ça, c'est respires inné, la c'est coolness. naturel, tu respires le cool. Mais tu vois, j'essaye aussi de dire, de pas avoir des communications qui sont trop premier degré, au sens où pas dire, par exemple, «Et ben, mon fromage est coulant et donc ça coule de source», tu vois? Enfin, ça devient blague potache nulle et mais en même temps, tu as quand même une cible aussi cliente qui est vraiment public de ce genre de choses. Donc on c'est compliqué aussi d'aller vers, une manière d'écrire qui satisfait son audience, sans être hyper lourd, et en même temps que ça marche,
en étant satisfait de son travail, mais pas faire un peu du snobisme d'un type de communication ou d'un autre parce qu'on trouve ça trop lourd ou on C'est trouve pas ça trop facile. populaire. Tu Ouais, vois? Je trouve il y a des qu'il marques comme y a ça. un côté Il y a des un cas. peu schizophrénique. Mmh mh. Il y a des cas comme ça là, en ce moment là depuis, 2-3 ans. Il y a la marque de cuvette de toilette Boku, OK? Il fait que des Ah jeux de oui, mots sur, le cul, le caca, tout ça. Je le trouve ça truc, qui t'envoie des jets comme les toilettes japonaises là? Ouais, c'est ça, c'est ça. OK, Je OK. trouve ça méga lourd, OK? Moi, je suis pas client de sa communication, mais ça a l'air de C'est un marcher, dosage. vu qu'il développe, OK? Ouais, mais lui, il a pas de Mmh, dosage. C'est vraiment, on est à fond dans le caca, OK? De l'autre, un lancement de produit pour, le premier rasoir pour les parties intimes masculines, chez le leader mondial, d'accord. Gillette, OK? Mmh. Mais comment tu Mmh fais mh, quand mmh. tu es Gillette, que tu es le leader du rasoir mondial pour les hommes qui se rasent bien le visage, pour garder ton image de sérieux et de leader quand il faut parler de rasage de couilles, sans dire le mot couille, tu vois? C'est là que ça Bah, devient déjà très, ouais, très intéressant et très, très fort c'est très et tricky, forcément, ouais. vu qu'ils ne peuvent pas aller sur ce segment, si tu tapes en SEO rasage de couilles, tu verras qu'ils n'ont pas acheté les mots, mais que d'autres concurrents, la marque Manscaped par exemple, sont dessus. Tu vois? Tu Mmh. parlais tout à l'heure de positionnement, et ben, c'est exactement ça. Il y en a qui ont décidé: «Allez, on y va». On sait que le mec de base, il va taper cette expression dans Google, il faut qu'il tombe sur nous. Là où Gillette va jouer la carte de la notoriété, va peut-être faire de la pub en Mmh. télé, va peut-être, faire appel à des influenceurs masculins, au cours de soirées de lancement, va gifter un peu tout le monde et ce sera pas la même approche parce que tu dois faire Ouais. attention aux mots que tu utilises. Oui, parce qu'on a parlé beaucoup des choses qu'on veut la manière dont on veut présenter les choses, mais il y a aussi la manière dont on ne veut pas les présenter. Exactement. Ça, Dire c'est la partie par hyper exemple, importante. Je veux pas être associé à tel ou ouais, tel mot, tu vois? Pendant très, très longtemps, ouais, à l'époque où j'étais coach en séduction, je voulais qu'on dise coach en séduction, pas coach de drague. Tu vois? Parce que, la drague, c'est crade, tu vas chasser. La séduction, tu attires à toi. Bon, fondamentalement, tu fais de c l'inbound marketing. mais c'est exactement ça. Tu es en pur inbound, voilà et c'est pas les mêmes termes. Forcément, c'est pas les mêmes termes, c'est pas la même, conception de la vie et tu n'attires pas le même public. Ça, c'est une réalité, tu Ouais, n'attires pas le même c'est public. vrai. Bah, tu vois, nous, pour notre agence, enfin pour Assonance, même pour Euphonie, enfin vraiment ces histoires de naming, déjà c'est tellement compliqué, quoi. C'est tellement complexe et pour soi-même, c'est pire, j'ai envie de dire, parce que tu as un côté où tu as l'impression que ça va graver dans le marbre quelque chose, parce que, ça devient une dénomination ou que tu déposes ou que tu enregistres. Bien sûr, Voilà, c'est ce qui est écrit sur nos documents fiscaux. Il y a écrit ça, assonance, voilà, donc c'est officiel. Mais je je pense qu'il y a c'est important aussi de se projeter dans ce qu'on veut être par rapport à et pas juste dans ce qu'on est, quand on crée parce que, bah, on va se le coltiner longtemps, quoi. Un certain nombre, c'était une certaine image de marque, faut l'assumer, faut l'engager, donc je comprends aussi les réticences que peuvent avoir certains clients, certaines marques devant des recommandations, des idées un peu farfelues ou en tout bien cas sûr. originales qu'on peut avoir parce que en fait, c'est pas nous qui nous engageons, donc c'est facile à dire de notre part, de dire: «Bah, tiens, tu vends, des rasoirs pour les parties intimes masculines, bah, plutôt que d'écrire parties intimes masculines, pourquoi t'écris pas avoir les couilles douces?» C'est ça. Il y a d'autres raisons par ailleurs, que toi seul connais, que tu même dont tu as même pas envie de parler. Ouais, non, non, mais c'est intéressant et justement, tu vois, dans la partie rédaction, ce qui m'intéresse, c'est avant même d'écrire tout le site, OK, c'est ta colonne de mots autorisés, mots interdits, expressions autorisées, expressions interdites, Mmh, vers quoi on va, jusqu'où on met l'aiguille dans le potache, qu'est-ce qu'on va montrer? Est-ce qu'on ouais, utilise des vrais modèles? Est-ce qu'on met des dessins? Est-ce qu'on utilise, des fruits et des légumes? Est-ce que, voilà. C'est c'est toutes ces questions qu'on se pose en amont et qui là, pour le coup, font appel
à la fois au storytelling et au copywriting. Une dose de il y a Mmh quand mh. même une dose de copie. Moi, j'aime bien, tu sais, le jeu où tu fais, question genre, pomme ou poire, ketchup ou mayo et la personne doit Bien répondre sûr. instantanément et j'aime bien faire ça, enfin, je le fais pas comme ça avec les clients parce que Pomme ou ça devient poire? un peu bizarre, mais j'aime bien leur, montrer, par exemple, 2 choses très différentes et leur demander, bah, lequel vous préférez et histoire qu'ils me ça aiguille, tu vois? Bien Et sûr. aussi d'observer les réactions parce que si c'est: «Ah non, ça, pas du tout», alors OK, là, il veut pas ce truc-là, c'est Ouais, bien sûr, sûr. on n'y va pas, ou alors: «Ah oui, ça, je sais pas, tu sens qu'il y a peut-être quelque chose à creuser». Mais partir aussi de l'émotion, de la personne qui crée la marque ou des personnes qui travaillent, pour cette entreprise, c'est déjà ça peut être un outil parce que c'est ça, c'est que c'est eux qui vont assumer tout ça après, quoi. Heu, Finalement, tu vois, on parle de Boku avec ses blagues scatologiques, mais j'espère que les gens, qui travaillent chez Boku, justement, ils ont ce niveau d'humour aussi. Il y a un aspect culture d'entreprise parce que si C'est tu ça. arrives, tu été recruté par un chasseur de tête, pour, vendre, du matériel de salle de l'équipement de salle de bain et tu te retrouves, directeur commercial de Boku et tu te rends compte que, c'est des blagounettes, parce que c'est des blagounettes, hein, on va dire. Bien sûr. Des blagounettes, semi-scatologiques alors que toi tu es hyper prude, de tempérament, bah, c'est complexe, quoi. Eh, Heu, ça matchera pas longtemps. Ça matchera pas, tu vas pas Il finira pas sa tu période d'essai. bah, j'espère qu'il va partir de lui-même et qu'il va pas trop souffrir, quoi, aussi. Mais c'est ouais, c'est pas simple et c'est vrai que l'influence de la communication peut avoir une influence sur la culture d'entreprise et moi, j'ai des cas comme ça, en tout cas chez nos clients où des personnes où j'ai vraiment senti que les personnes au niveau de la communication ont poussé des choses en communication et l'ont fait subir à leurs collègues. Oui. De dire: «Bah, maintenant, on est une marque qui fait ça» et en fait, ces gens-là, ça fait ils étaient pas prêts, quoi. Mmh mh. C'est pas grave, hein, en soi, faut s'adapter. Mais bon, ça dépend du changement aussi, hein. C'est ça. La seule chose, constante en ce monde, c'est le changement. Donc on s'adapte. Tu parles de la météo, là? Je parle de Bouddha, en général. Tu pa Oh là là, heu, je sais, j'arrive pas à dire si on fait un podcast sérieux ou pas des fois, mais en tout cas, on le fait, c'est déjà un grand mérite. C'est déjà une C'est belle un chose. podcast très, très sérieux. Dans le business, En tu obligé de en vrai, on a changer, parlé de choses très sérieuses, tu obligé de t'adapter. mais oui et c'est vrai que c'est aussi très vrai qu'on peut être détendu et très sérieux en même temps. Ça, c'est très important. Je te dirais que Édouard Philippe, il a lâché une punchline comme ça récemment. J'avais cru voir C'est genre, vrai? Tu être viens de me sé comparer à Édouard Philippe? bien sûr, être sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Tu vois? C'est du vu et du revu, déjà entendu, mais je crois que la Oui, dernière fois que je l'ai lu, ça devait être lui. tu sais: «When the yes needs the no, to win against the no». Merci. Non, franchement, c'est il y a de la punchline, politique, économique, mais c'est vrai que, Raffarin, c'était quelque chose. C'était quelque Mmh. chose. Mais tu vois, typiquement sur les punchlines aussi, l'aspect générationnel. Enfin, des fois, tu des gens, enfin, moi je comprends pas ce qu'ils disent, hein et je me sens que je suis pas la génération TikTok. Je sais qu'il faut que je regarde TikTok. Je Oui. sais que mais en fait mais le simple fait de me dire: «Il faut que je fasse un truc pour être à la page», je me sens déjà si vieille. C'est ça. Écoute, moi, j'ai pris le parti de d'ignorer complètement, donc je découvre via des articles où d'autres font le sourcing pour moi. Je Oui. découvre, mais parfois avec 6 mois de retard, des expressions comme, «Oui, oui, baguette» ou «Tu mal la taille du rat». Je n'avais pas Ah oui, non compris. La mais première fois où j'ai vu la campagne de Canal+ sur, «Rat plus, tu mal la taille de l'offre», je n'avais pas compris et donc j'ai des potes qui m'ont insulté, hein, des potes, quadragénaires comme moi qui m'ont dit: «Mec, vu ton job, c'est intolérable que tu sois pas au courant. Il faut que tu te reconnectes à la jeunesse» et je me rends compte là que, alors que je cherche un nouveau monteur vidéo, que je reçois des CV de jeunes gens nés en 2005, je me dis: «Ah ouais, c'est fou furieux». Déjà 2000, mmh j'avais mh. mal dans mon cœur. 2005, je me dis: «Ah oui, en fait, je vieillis» et c'est le cycle, c'est comme ça, on peut Il pas faut être au courant de déléguer la tout. jeunesse. Mais al Moi, je exactement. délègue à des jeunes le fait d'être jeune.
C'est exactement ça. Déléguons-leur le fait de passer des heures, à scroller sur des trucs, qui me paraissent débiles et mais qui ne le sont pas forcément. C'est voilà, c'est de leur génération, c'est comme ça. Moi, j'essaie de préserver mon cerveau beaucoup et de faire de la lecture parce que vu que mon travail, c'est l'écriture, ça va quand même Mmh. bien ensemble et je dois consommer plus de mots que de vidéos de 15 secondes ou 30 secondes. Oui, c'est vrai que c'est peut-être le dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'aspect, où il faut, je dis beaucoup l'aspect en ce moment, faudrait que je change de terme, mais je dis «moi du coup». C'est très, très bien. Ils ont sorti un Du article dans coup le Figaro littéraire, là, j'ai vu sur les expressions, 5 expressions ouais, à j'ai bannir. vu, Du à coup, bannir, en fait, c'était ça dans le titre. Du coup, virgule, ouais, en fait, 5 expressions à bannir, un truc dans ce genre-là. 5 expressions à bannir, tic de langage à bannir, ce qui fait que, ce que j'aimerais bien qu'on parle de la notion d'entraînement du cerveau pour écrire, Oh, ça, c'est où merveilleux. où il faut qu'on s'expose à des mots. Il faut qu'on ouvre nos cerveaux avec ou sans TikTok, mais en tous les cas, qu'on soit, des éponges prêtes à recevoir ces mots, ces différentes manières de s'exprimer, ces différents langages, heu, pour être en mesure de produire et aussi que, on peut pas, être créatif ou avoir des idées ou même produire tout simplement, en étant que collé à son Bien d'accord avec ça. J'ai lu récemment, une dame qui expliquait à une autre, elles écrivaient des livres toutes les 2. Celle qui donne le conseil est déjà autrice de plusieurs livres et elle disait: «L'année où j'écris mon livre, je ne lis rien sur ce sujet». J'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça complètement fou. Hem, on En fait, moi je compare ça vraiment à tu une Ferrari, tu as besoin d'essence, OK? Tu une Ferrari ou même un Renault Espace, hein, mais pour avancer, Mmh. tu as besoin d'essence. Tu peux pas dire: «Je me coupe de toute influence extérieure, je ne consomme plus rien». C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que tu consommes? Ça, c'est important, au sens où, tu peux l'exercice de base qu'on donne dans le copywriting, c'est recopie des pages de vente. Oui, OK, tout le monde peut le faire. Tu vas sur Instagram, tu vois une pub, tu cliques dessus et tu vas tomber sur la page de présentation d'un SaaS, tu vas tomber sur la page de vente d'une offre de coaching, tu vas tomber sur la page de présentation d'un jeu de société, peu importe, d'accord? Ou de trucs de mode ou de beauté. Mais tu vas recopier ça à la main, mais est-ce que c'est de la qualité? Tu ne le sais pas. Donc c'est pour ça, tu vois, que moi j'avais créé, en gros, c'est le conseil que te donnent tous les copywriters, mais depuis, Gary Albert à l'époque, en passant aux copywriters américains modernes qui te disent: «C'est le meilleur exercice». Stylo, papier, tu recopies à la main parce que c'est prouvé si tu tapes, apprentissage, tu fais des connexions neuronales, connexions Mmh. musculaires entre tes muscles, ta main, ton cerveau, qui font que tu vas mémoriser mieux que taper à l'ordinateur. OK? Parce que taper, tu utilises tes 10 doigts et visiblement, tu ne retiens pas aussi bien qu'avec juste le stylo dans une seule main. Voilà, ça, c'est les études qui prouvent tout ça. Donc, les études, je vous laisse les retrouver dans Google Scholar. Très, très bien fait. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «OK, ça fait depuis 2010 maintenant que je fais du copywriting, que je connais des entrepreneurs, que je sais quelles offres ont marché». Soit parce que j'ai écrit pour ces offres, soit parce que des potes ont écrit pour ces offres, soit parce que des clients à moi m'ont dit que leurs offres avaient cartonné, soit parce que les clients que j'ai formés ont écrit pour ces pages-là. J'ai tout condensé, j'en ai fait, une formation qui s'appelle Copymony. Tu vois? Copy Money, donc tu recopies des pages de vente en français, des pages qui ont bien marché et là, ça te permet de voir, OK, D'accord. c'est quoi un titre? C'est quoi la promesse? OK, ensuite, les blocs de storytelling, il est là, le bloc, from zero to hero. Ah, j'étais, vraiment tout pourri avant, mais ensuite, regardez, je suis devenu très fort. Comment j'ai fait? Ah ah, c'est grâce à la méthode machin. OK, et je vais vous apprendre ça aujourd'hui et vous allez pouvoir obtenir tout ça, 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 ça et la méthode est composée de ça, ça, ça. Attends, ne me crois pas sur parole. Regarde les témoignages de mes clients, blabla et si tu achètes aujourd'hui avant, 36 secondes, eh ben, je rajoute tel bonus. Au fait, il y a une garantie. Vas-y, regarde, j'ai été vu, dans, Vogue, GQ et BFM TV et Combini. Tu vois? C'est comprendre un peu toute la structure. C'est pas ce que j'ai dit là, hein, c'était à peu près une blague. C'est pas une Ouais, structure c'est un peu sérieuse. stéréotypé, mais Ouais, ouais, ouais.
Ouais, globalement, tu vois à peu près l'idée et donc quand tu le travailles plusieurs fois, tu vois que tout le monde ne dira pas la même chose, sur, la partie témoignage client. Tu peux écrire de manière très factuelle et chiante: «Témoignage client». Tu peux écrire: «Nos clients satisfaits». Tu peux écrire: «Voilà ce que pensent nos clients de nous» ou alors: «Ne nous croyez ils pas, nous ont fait écoutez plutôt». confiance. Mais oui, ils nous ont fait confiance, très bien, tu vois? Mais ils nous ont fait confiance, ça fait toujours un peu pour moi, ils sont morts. Ils nous ont fait confiance, mais maintenant Ouais, ils ont ou confiance, tu vois? Plutôt que le je pen passé. oui, ou et c'est vrai que moi j'ai toujours, un peu c'est toujours compliqué pour moi ce genre de les références des clients, Ouais, heu, de la manière dont on les présente. J'ai toujours peur qu'on enfin peur, après, quelque part on s'en fiche, mais c'est qu'on l'interprète pas du tout comme il faut. Par exemple, si quand parce que dire: «J'ai travaillé pour machin», c'est chouette, ouais. mais dire, par exemple, «J'ai travaillé pour machin, mon activité c'est ça», alors qu'en fait tu as pas du tout fait ça pour eux, quoi, et je trouve que ça peut même desservir parfois. J'ai pas compris, donne un exemple. Enfin si Par si exemple, tu peux. c'est un peu comme, tu vas dire, «J'ai travaillé chez Google alors que j'étais hôtesse d'accueil». Ah ouais, OK, ouais, ouais, bien sûr. Tu vois? Et oui, mais Ce qui ça est très c'est bien, hein, d'être hôtesse d'accueil, c'est bien pas ça que je sûr. dis, attention, attention. C'est la petite confusion, tu vois? C'est toujours le truc de bon, OK, il a tous ses logos clients. Moi, tu vois, par exemple, sur la page de formation pour les entreprises, à un moment, tu as ma tête Oui, avec un micro en train de faire une, formation à des salariés, OK? Et tu as les OK. logos dessus. Il y a Orange, il y a Léon Gross, il y a O2, Care Services, il y a les grosses boîtes. Qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Là, c'était que de la formation. Donc il y a pas de souci. Maintenant, sur la page, j'ai écrit pour eux. Ouais, mais tu as écrit quoi? Il y a LinkedIn. LinkedIn, j'ai fait de la traduction pour eux. Il y a des groupes comme, Mmh. Boss. Boss, j'ai fait tout un séminaire, le mix entre séduction, parfum et vente. C'était pour le lancement d'un parfum. Mmh. Guerlain, c'était des podcasts. Tu vois? Donc plein de clients avec à chaque fois des missions différentes et ça, bon, bah, si vraiment tu veux le savoir, soit je le détaille dans des cas clients, tu vois? Des case studies, Ouais. que je détaille vraiment bien, soit le client il me le demande: «Ah, j'ai vu que tu as bossé pour, machin», C'est vrai que la mais confusion, est dangereuse parfois parce elle peut te faire croire que tu trompes aussi, le prospect, et c'est vrai que ça, c'est très complexe de dire le copywriting, faut pas enfin, je pense qu'il faut pas oublier que ce qu'on dit, ce qu'on fabrique doit normalement être fait avec de la sincérité, en tout cas. ah complètement. Le grand, grand mot, la grande règle de ce que je leur apprends toujours, c'est: «S'il y a confusion, c'est non». OK? Si ton lecteur, il sent qu'il y a de la confusion, c'est non. Il s'en va, il clique, il n'achète pas, il ne continue pas. Donc Mmh, mmh, mmh. quand je vais dire, «J'ai écrit pour eux», tu as fait quoi? Ça peut être variable. Ça peut être de la relecture, ça peut être, une pauvre relecture de tout le site internet pour Oui, trouver mais tu as 3 fautes. Ça littéralement peut être participé à oui, oui, l'écriture dans complètement, ces mais cas-là. complètement. C'est Par contre, tu vas pas mettre, des gens que tu as formés, tu vas pas dire que tu as écrit pour eux, non, bah, non, parce que non, non. alors que tu les as formés, c'est pas Non, pareil. ça, c'est eux qui viennent témoigner, sur, Voilà, Google, comment ça s'appelle maintenant? Google My Business, Google Business Profile. Google My Business, hein, Non, non, maintenant, tout c'est à fait. Google Business Profile. C'est ça. C'est vrai, non mais ça change trop vite, C'est je tu sais, vois? Mais on est même boomer du référencement, hein. c'est exactement. Donc ouais, sur GBP, sur Google Business Profile, une partie des témoignages, ce sont les témoignages des clients que j'ai formés et une autre partie, il y a les témoignages des clients pour lesquels j'ai écrit. Mais bon, il faut bien centraliser tout ça à un endroit, tu vois? Donc c'est il faut pas tromper. Tu vas arriver, tu vois 93 fois 5 étoiles, à peu près. Bon, mais si tu as envie de creuser, bah, tu creuses et tu vois comment ça se répartit. Mais, non, le mensonge, il est hyper dangereux parce que à partir du moment où tu mens sur une petite chose, en fait, bah, tu perds la confiance et ton Mmh. potentiel client va se dire: «Attends, mais s'il ment là-dessus, il peut très bien mentir, sur d'autres trucs». Et c'est là que Qui tu sont perds, peut-être plus ouais, graves. plus grave, ouais, et là, tu perds ta réputation, tu perds tes clients, c'est fini. Un indice de confiance très important, Of course, complètement. of course. C'était beau, quelle philosophie. Heu, est-ce qu'on peut faire la minute pub? Waouh! La minute pub. Waouh! Est-ce qu'on fait un jingle, musical? Tchic. Attends, alors je vais mettre si tu veux, je peux mettre un jingle pour Oh les gens. merveilleux!
Attends, tu veux quoi? Tu veux, quelqu'un qui rit, une musique de Mmh. transition, Une musique de transition, genre, énergique, un truc où tu te dis: «C'est la coupure pub», att tu a vois? écoute, je peux pas tout faire. Je Je peux comprends, pas, je comprends. je vais essayer quelque chose, tu vas me dire si tu es satisfait ou pas. Parce que le copywriting, c'est aussi de l'A/B testing. Complètement. Parfait. Hop, tu as le générique qui est apparu à l'écran, tu vois là? Moi ce que quand Alors là, on j'entends peut ce faire truc-là quand j'entends ce truc-là, je me dis: «On est sur ça va être énorme à M6». la fin. Mais ouais, Ouais. on est sur Tu M6 et il y tiens, a on la fait bande ça, on fait annonce, quoi. ça. Vas-y, On fait démo c'est en parti. direct. Je fais quelque chose, je dis alors en script, je dis, «Et maintenant, Céline va nous présenter ses services». Chpo et toi tu présentes, d'accord? Waouh, ça va être chaud, vas-y. Allez. Et maintenant, Céline va nous présenter ses services. Bonjour, je suis Célim Niederhofer, votre copywriter de confiance. Si vous voulez vous démarquer, ressortir, c'est même pas sortir du lot, c'est ressortir. Vous sortez 2 fois du lot, c'est encore mieux. Contactez-moi, selim@les-mots-magiques.com. J'écris votre site internet, j'écris des posts sur LinkedIn, des séquences d'emails. Je vous aide à faire tout ce qui a rapport avec les mots. J'ai vu l'autre jour une bannière que j'ai trouvée merveilleuse, un site internet, un gars, quand on lui demande: «Qu'est-ce que tu fais?» C'était en anglais évidemment, everything words, tout ce qui concerne les mots, et j'ai trouvé que c'était génial parce que ça correspond à mon activité. J'écris des livres pour moi, j'écris des livres pour les autres, je suis coach édito, j'aide les gens à écrire des livres business, ce que tu appelais des guides pratiques tout à l'heure, mais principalement j'écris pour des entreprises, j'aime beaucoup écrire pour des entreprises. Dans les entreprises, et qu'est-ce que je peux faire d'autre encore? Et je forme des particuliers. Aussi, je vends de la formation en ligne. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. Le plus simple, c'est lesmotsmagiques.com, les-mots-magiques.com. Bientôt, bientôt, j'achèterai lesmotsmagiques.com tout attaché. Je vous le promets. Mesdames, messieurs, merci. Merci beaucoup. Je le coupe, le truc il fait 36 secondes. Ah ouais, laisse tomber. Je pense que 36 secondes avec juste des gens qui applaudissent, tu dois te sentir bête au bout d'un, ou alors tu as l'habitude. Tu es Brad Pitt et tu as l'habitude. Non, mais en général, c'est au théâtre parce qu'ils font plusieurs, ils se Ah coupent pardon, plusieurs fois, pardon, tu sais? j'arrivais avec mes références populaires, cinéma, Brad Pitt, madame me rétorque théâtre. Ah là là. Désolée si j'aime, les échanges, fructueux. Voilà, je fais ce que je peux. Désolée, je t'inviterai plus. Oh non. Non! Ben puisque c'est comme ça, je m'en vais à Disneyland Paris avec ma fille. Voilà, c'est tout. Eh bah, très bien. Eh bah, bon Disneyland Paris. Nous vous souhaitons du très beau temps, à Disneyland Paris. Bien sûr. Voilà, pas trop de files d'attente, des bonnes Mais alors, choses si je et ne m'abuse, je crois que vu qu'ils savent très bien travailler leurs produits, ils ont un truc, une appli de tracker qui te permet de savoir, de planifier tes visites et d'avoir des billets coupe-fil. ah ouais? Je crois que si tu veux maximiser ton expérience, tu casques encore plus, mais que ça te fait, gagner du temps. Eh ben, tu nous diras ça. Un On attend ton Disneyland à 2 avis. vitesses, voilà, Magic Un Kingdom à 2 Disneyland à 2 vitesses. vitesses. Ouais. Merci beaucoup Sipaï pour l'invitation, c'était très, très chouette. C'était super chouette. Merci à toi. À très bientôt. Et puis merci, d'écouter le podcast Euphonie. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça nous fera vraiment plaisir et puis partagez à votre famille. Voilà. Au revoir.